Mais l'écologie, c'est pas la même situation de toi, que moi, en fait. Et tu peux pas avoir 4 contenus pour 4 personnes. T'en as qu'un pour les 4. C'est ça qui est compliqué aussi. Je vais continuer de me battre, sauf que en fait se battre maintenant ça sera pour les enfants des autres et c'est très bien en soi. L'extrême droite a une vision de l'écologie qui est justement chacun dans son pré, on consomme ses ressources et on empêche les autres de venir de notre côté. Un conflit interne, je pense, est-ce que je prends l'avion? Ah non, je préfère rester là. Enfin, est-ce que je fais du slow living ou pas? Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débat sur la question du child free, le fait de ne pas avoir d'enfants en rapport notamment avec la crise climatique. C'est un sujet qui monte depuis quelques années et on a voulu l'aborder avec des profils différents, ceux qui ont des enfants et considèrent que ce n'est pas un sujet, et jusqu'à des personnes qui se sont même fait stériliser en ce sens. N'hésitez pas à liker, à commenter, à nous donner vos avis, ça nous intéresse, ainsi qu'à vous abonner. C'est super important pour soutenir le travail qu'on fait et pour soutenir la chaîne. Et puis surtout, bonne émission. Nous sommes trop nombreux sur Terre. Bonjour, je m'appelle Sereb, je suis régisseur de salle de spectacle dans le service public et par ailleurs je suis dans ce débat parce que je fais partie de ces gens qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants, dans ce qu'on appelle des child free. Et moi spécifiquement pour des raisons environnementales, donc une sous-branche du child free qu'on pourrait appeler GINX ou JINX. Et donc du coup j'ai renoncé à toute forme de procréation et pour mettre en accord ce choix-là avec ma vie procréative, enfin ma vie contraceptive, j'ai choisi la stérilisation volontaire, la vasectomie. Avoir des enfants est un acte égoïste. Il faudrait fixer un nombre maximum d'enfants par personne. Le nombre d'êtres humains sur Terre et la pollution de la planète ne sont pas liés. Je suis Valère Coréard, donc j'ai 2 métiers mais qui se recoupent. Je suis à la fois entrepreneur et journaliste, mais dans l'entrepreneuriat, je produis du contenu, ou je fais produire du contenu. Je suis spécialisé sur les sujets de transition écologique. Le débat qui va nous animer aujourd'hui m'intéresse, d'autant plus que j'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle Un bébé pour tout changer, 9 mois pour réussir sa transition écologique. Et j'ai pas beaucoup réfléchi avant de faire un premier enfant, j'avais alors 19 ans. Et aujourd'hui, je suis papa de Laura, Augustin et Ava. J'ai ou je veux avoir des enfants. Vis-à-vis de la situation climatique, ce choix d'avoir des enfants a été un questionnement. La survie de l'humanité est moins importante que la préservation de l'environnement. Bonjour, donc moi c'est Emmanuel Pont, je suis ingénieur, patron de start-up et auteur. J'ai écrit il n'y a pas longtemps Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète aux éditions Payot. Et donc c'est un sujet qui m'intéresse alors à la fois en tant que parent potentiel à l'époque, sachant que là je suis papa depuis quelques semaines, et de manière plus générale pour le débat sur les liens entre environnement et population. Faire des enfants est la chose la plus naturelle du monde. L'écologie ne peut pas être la première raison de ne pas faire d'enfants. Bonjour, je suis Laurita Socaliente, la fondatrice du podcast The Inner Lab et je suis chef d'entreprise et coach international. Mon rôle, c'est d'aider les gens à prendre conscience de plein de choses et ça me fait très plaisir de voir que de plus en plus de personnes deviennent conscientes. La question de ne pas avoir d'enfants n'est pas seulement écologique, mais liée aussi à une société qui devient folle. Quand quelqu'un fait des enfants, j'imagine en elle ce besoin naturel, presque préhistorique. Certains d'entre vous ont répondu que ne pas avoir d'enfants par rapport à une situation climatique est un vrai sujet. Comment on lie en fait justement le fait d'avoir des enfants et le fait d'avoir une situation climatique très compliquée et une urgence climatique? Sereb, si tu veux commencer. Et ben en fait, on peut avoir 2 types de réponses par rapport à cette question.
On peut choisir de ne pas faire d'enfant pour des raisons environnementales parce que l'on est inquiet de l'impact environnemental d'une procréation. Quoi qu'il arrive, produire un enfant, l'amener au monde, ça a un impact environnemental. Après, il est extrêmement variable selon la société dans laquelle on l'élève. On peut faire des tentatives de chiffrage, mais ça pose un certain nombre de problèmes méthodologiques sur où est-ce qu'on arrête la responsabilité en termes de responsabilité interpersonnelle. Mais quoi qu'il arrive, cet impact, il existera toujours. Donc, on peut choisir de limiter son impact en décidant de ne pas faire d'enfant. Donc ça, c'est le premier axe. Et le second axe, c'est si on pense, si on croit que les prochaines décennies vont être compliquées à vivre, notamment à cause de la faillite écologique du monde qu'on traverse, ce qui peut être en soi une raison suffisante pour renoncer à emmener un enfant sur cette planète, c'est-à-dire de ne pas faire vivre un monde que l'on pense être désagréable à vivre à quelqu'un qui viendrait ex nihilo et qui n'a rien demandé, qui n'a pas demandé à vivre dans ce contexte-là de la même manière que nous, on n'a pas choisi de vivre dans le contexte qui nous a vu naître. Valère, t'en penses quoi? Toi justement qui as fait des enfants, est-ce que c'est un enfer qu'on leur promet? Quand je pense aux enfants qui naissaient en 1052, en moins 2800 ou en 1800, je ne suis pas sûr qu'ils étaient promis à un avenir plus heureux et plus rose que celui qu'on leur propose aujourd'hui. C'était des raisons différentes. Dans certains cas, ils avaient 23, 24 ans d'espérance de vie ou 45 ans. Il n'y avait pas de science, il n'y avait pas de médecine, il n'y avait pas de confort, il y avait des guerres, on était dans un monde de chaos et pourtant on faisait des enfants. Pour moi, le curseur, il est à un niveau, c'est celui de la manière dont on met en mouvement cette façon de donner la vie. C'est-à-dire, je respecte mais totalement, et j'ai d'ailleurs dit, c'est même Pablo Servigne qui a préfacé mon livre sur ce sujet, qui est quelqu'un qui a des enfants, mais qui respecte profondément les child-free ou les gens qui décident de ne pas faire d'enfants. Donc c'est un choix que je trouve à la fois intime et absolument respectable par nature, que je ne commente pas, mais j'en ai fait un différent, bon voilà, considérant que la procréation nous imposait l'action et le mouvement. Et que donc on ne pouvait pas ni dire je fais un enfant qui va être passif, qui va faire que souffrir, regarder les trains de l'horreur passer, parce que c'est faux, il va être acteur, et cet acteur-là, je vais décider en partie de ce qu'il va devenir et de qui il va être. Et ensuite, moi-même, en étant parent, ça me met en mouvement parce que je vais m'inquiéter de ce qu'il va respirer, de ce qu'il va boire, de ce qu'il va vivre, de ce qu'il va regarder. Et donc, je vais me battre pour pouvoir le regarder les yeux dans quelques années, en lui disant, voilà, moi j'ai essayé, j'ai fait ça. Donc voilà, c'est un autre paradigme, mais j'ai cette conviction que le fait de donner la vie peut être un précurseur d'une accélération de sa transition. Donc il y a cette question de justement, est-ce que on fait un enfant qui va être acteur, qu'est-ce qui peut changer, est-ce qu'il peut être positif, etc. C'est extrêmement débattu parce qu'en pratique, on est capable de mesurer par exemple que quand les gens deviennent parents, ils mesurent plus le temps long. Ils sont moins court-termistes, etc. Alors, pas forcément au tout début, parce qu'il y a des questions logistiques qui font qu'en fait, ils ont moins de temps et ils ont moins le temps de se préoccuper du monde plutôt que du prochain biberon. Mais ils changent quand même leur manière de voir. Par contre, on le voit de manière générale dans les valeurs, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à le voir sur le sujet de l'écologie. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui ont des enfants ne votent pas plus écolo que les autres. Les gens qui ont les enfants n'ont pas une consommation particulièrement différente du reste de la population non plus. Et donc, c'est quelque chose qui, pour l'instant, a du mal à se matérialiser. Mais pas forcément parce que justement les gens ne le veulent pas, parce qu'on voit qu'il y a des changements de valeurs, mais aussi parce que on est dans une société qui cadre un certain nombre de choses et dans laquelle un certain nombre de changements sont en fait particulièrement difficiles. Et c'est là aussi une des limites de se dire cet enfant, c'est lui qui va changer le monde. Alors, un enfant qui naît aujourd'hui, il va falloir 20 ans pour qu'il soit adulte, 40 ans pour qu'il ait un peu de pouvoir dans le monde, 60 ans pour qu'il en ait plus. On est trop tard. Malheureusement, la responsabilité, elle est sur nous, les adultes, aujourd'hui. Et il ne faut pas compter sur des générations futures pour faire ce qu'on ne fait pas.
Alors moi je suis plutôt d'accord avec un peu tout ce que... J'ai un peu un avis partagé avec tout ce que vous dites. Je suis totalement d'accord avec les 2 raisons dont on a parlé tout à l'heure. Mais je crois que au-delà du fait de vraiment tout miser sur eux, parce qu'effectivement c'est dans peut-être longtemps, bien que je crois que ça ne se mesure pas forcément à qui est-ce qui vote écolo, etc. Mais ça peut aussi se jouer sur l'éducation, qu'est-ce qu'on fait. Il y a des écoles qui émergent là, j'ai vu ça par exemple à Bali, bon, c'est loin certes, mais c'est en train de venir. Il y a des écoles éco-friendly vraiment, et c'est pas du greenwashing, ils sont vraiment dans des champs, ils sont sensibilisés à tout ce qui est environnement, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, moi perso, quand j'étais plus jeune, vraiment à l'école, j'avais aucune idée de ce que c'était trier ou ce genre de choses-là. Donc je pense que c'est pas vraiment tout miser sur eux, mais nous, en tant que parents, devenir parents, je trouve que ça donne envie d'être encore meilleur. Donc c'est pour ça que je te rejoins pas mal. Je trouve que tu as envie d'être meilleur et par conséquent, tu vas toi-même changer de l'intérieur parce que tu sais que les enfants, ils font pas ce que tu dis, mais ils font ce que tu fais. Et donc, par cette espèce de transition, tu vas peut-être léguer quelque chose de positif qui, eux, va leur donner envie d'être encore meilleurs. Pour rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, Valère, c'est vrai qu'en l'an 1050, on se posait pas autant de questions et le monde promettait encore moins de lendemains qui chantent, entre guillemets. Après, de tout temps, il y a toujours eu des gens pour refuser de faire des enfants parce que le contexte, leur époque leur convenait pas. Ça existe depuis l'Antiquité, ça existait au Moyen-Âge. Des penseurs antinatalistes, il y en a toujours eu. La différence, maintenant, c'est qu'on a la contraception, on a la planification familiale, et donc, pour nous, c'est un choix. Alors, beaucoup moins que pour ces personnes-là. Du coup, ça permet vu que ça devient un choix pleinement réfléchi, de faire ou de pas faire des enfants, et quand on en fait, combien on en veut, si on en veut, quand on en veut, c'est le principe de la planification familiale, ça devient quelque chose de beaucoup plus tangible en termes de responsabilité. Et après, en effet, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'avoir un enfant peut être un moteur de transition, sauf que comme l'a dit Emmanuel, à l'heure actuelle, les parents, on ne voit pas de différence significative entre les parents et les non-parents sur la question des comportements écologiques. On en voit d'autant moins sur la question de l'impact environnemental, c'est même légèrement inverse. Et en fait, on a tendance à surestimer la valeur performative de nos valeurs, dans le sens où ce qui fait la véritable différence dans ces cas-là, c'est essentiellement les revenus, le niveau de vie et tout un tas de choses qu'on sait, dans le sens où l'impact environnemental est en heuristique primaire, première approximation, très corrélée à notre niveau de richesse. Donc à part si notre volonté environnementale ne se traduit pas par une baisse des revenus volontaires, c'est compliqué de faire sa transition et de limiter son impact environnemental. Mais peut-être juste pour compléter 2 points que vous venez d'évoquer. Le premier, c'est que je ne pense pas qu'il faille attendre 60 ans pour avoir le pouvoir. Je pense que le pouvoir de changer une société, il peut commencer beaucoup plus tôt parce qu'il n'y a pas que l'émetteur, mais il y a aussi le récepteur de la situation. Et tu disais là que tu étais papa depuis quelques semaines et donc tu es en plein en train de le vivre et tu vois bien que ce petit être que tu aimes déjà inconditionnellement t'a déjà sans doute bouleversé. Il a donc un pouvoir manifeste et important sur toi et pourtant il est très loin de ses 60 ans. Et en plus il va probablement vivre 2 fois plus longtemps que ça si tout va bien pour lui puisqu'il va avoir une espérance de vie en tout cas plus longue qu'aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est que sur la corrélation, j'allais dire scientifique, entre la parentalité et l'impact ou les changements de comportement, c'est très difficile à mesurer, mais si on le prend à contrario, qui sont ce qu'on pourrait qualifier de forme de consommateurs dans une forme d'élite, disons bien lotis financièrement, on les appelait les bobos, les bobios, etc. il y a quelques années. Ce sont aussi ceux que les instituts et les études qualifient de précurseurs ou de guides de consommation, qui démocratisent aussi, c'est-à-dire que c'est ces gens-là qui avaient les moyens et le pognon de se payer de la bio il y a 10 ans, qui ont participé à ce qu'aujourd'hui la bio soit davantage accessible. On fait face à la vie chère, c'est un fait, et il y a l'inflation, mais on a eu une accélération de la consommation de bio. Alors on va pouvoir mettre les 2 ou 3% de baisse l'année dernière qui sont historiques, et donc si c'est historique, c'est aussi anecdotique versus les augmentations successives qu'on a depuis 10 ans. On constate que c'est aussi des éclaireuses et des éclaireurs, et ces gens-là sont dans les tranches d'âge de la parentalité aussi.
Et donc, on a sans doute 8 personnes sur 10 dans cette tranche de guides de consommation qui sont de jeunes parents. Donc, c'est peut-être pas palpable, c'est peut-être même inconscient. Mais je pense néanmoins que la parentalité peut nous ouvrir le champ de la responsabilisation, tout comme on est en responsabilité, une forme de responsabilité, qui est une forme de radicalité quand on décide de ne pas en avoir. Mais je pense qu'on peut assez aisément imaginer qu'il y a des corrélations directes ou indirectes. Ça me semble plausible aussi, oui. Comment vous réagissez et qu'est-ce que vous pensez aussi du fait que, en tant qu'occidentaux, et du coup occidentaux bien lotis ou en tout cas privilégiés par rapport à d'autres pays dans le monde, notre conscience démographique soit extrêmement faible et soit une goutte d'eau par rapport à celle asiatique, africaine ou sud-américaine? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est une manière de montrer l'exemple? Est-ce que c'est faire chacun son effort? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez dire par conscience démographique? Le fait que nous, on ait conscience que justement ce poids démographique soit important pour la résolution de la crise climatique, est-ce que, au final, ça n'est pas une goutte d'eau par rapport à cette non-conscience qu'on peut retrouver dans les pays asiatiques, africains ou sud-américains? Alors, la conscience là-dessus est partagée partout dans le monde. Il n'y a pas de... Et même, les gens s'inquiètent plus de la surpopulation en Inde, par exemple, qu'en Europe. Donc, et quand on regarde d'ailleurs de manière générale sur la préoccupation écologique, pareil, elle est assez partagée dans le monde et souvent plus aiguë dans des pays plus pauvres et qui ressentent plus ce rapport de force. C'est-à-dire qu'ils sont les victimes de cette histoire et qui est quand même une responsabilité, en particulier pour le climat, des pays les plus riches. Donc là-dessus, je ne pense pas que les pays plus pauvres en soient inconscients. Et par contre, il y a cette question qu'effectivement, il y a peu de population, par exemple en France, par rapport à l'ensemble du monde. Mais à partir du moment où on considère que chaque être humain doit avoir à peu près la même part du gâteau écologique de l'humanité, eh ben, il n'y a pas de raison qu'un Français ait le droit d'en avoir 10 fois plus qu'un Africain, quel que soit le nombre des gens. Ou alors, on est prêt à contrôler les naissances dans un pays ou dans un autre, et là, ça finit pas forcément bien. La surpopulation, c'est un vieux concept qui a plein de problèmes, qui a plein de défauts, mais qui, en gros, pour le résumer, synthétise que c'est le dépassement de la capacité de charge d'un habitat par une population en fonction de ses impacts. Donc, comme dirait Ehrlich, un vieux penseur de la population assez critiquable par ailleurs, ce qu'on cherche à déterminer sur la surpopulation, c'est la surface d'un rectangle, en partant du principe que l'impact est la longueur et la population, c'est la largeur. La difficulté, c'est que pourquoi je me suis lancé là-dedans? Je suis en train de perdre le fil de mon idée. Alors, parce que j'ai beaucoup de critiques à faire sur ce principe de rectangle. Je vais évidemment rebondir dessus. Enfin, comment dire? Voilà, là où je voulais en venir, c'est que dans la mesure où nous, on est certes moins nombreux, mais qu'on a énormément d'impact, beaucoup plus que dans les pays à beaucoup plus forte natalité, en fait, dans l'absolu, la surpopulation, elle est plus palpable chez nous que là-bas. Parce que nous, on a beau être beaucoup moins nombreux, on a un impact tellement démesuré que c'est le dépassement de capacité de charge, si on arrive à mettre un truc un peu solide derrière ce truc-là, ce qui est loin d'être le cas, mais dans l'absolu, il serait plus chez nous qu'ailleurs. Donc, vaut mieux regarder nos propres impacts avant de regarder la natalité des pays en voie de développement. C'est là où je voulais en venir. Ouais. Alors moi, j'ai deux nuances à apporter, d'une part sur le rectangle et d'autre part sur la capacité de charge par laquelle on va commencer. Alors la capacité de charge, c'est un principe de... Redéfinis-le peut-être. Ouais, voilà, c'est un principe de base, on va dire, de biologie des populations où on dit, par exemple, dans cette pièce, on peut faire vivre N personnes sur les ressources. Donc typiquement, on met, je sais pas, des poissons dans un bocal ou ce genre de choses. Ou Matt Damon seul sur Mars. Voilà, par exemple. Il a une capacité de charge, il est tout seul, ouais. Il est en état de surpopulation parce que son environnement peut pas répondre à ses besoins. Ouais. Et il va chercher parce qu'il peut pas baisser sa quantité de population, il est déjà tout seul, il va chercher à, d'une part, faire de la sobriété, d'autre part, augmenter la capacité de charge en plantant des patates dans son caca. Voilà, en gros, schématique, l'idée. Et donc ça, c'est vraiment un concept de base, mais en pratique, en fait, les milieux naturels, ils changent constamment.
Donc il n'y a pas une capacité de charge fixe, ça varie. C'est très variable en fonction des individus, des modes de vie, etc., d'autant plus pour l'humanité. Ces milieux, ils ne sont pas homogènes, ils sont ouverts, ils varient entre les autres, et donc en pratique, cette capacité de charge, c'est quelque chose qui ne s'applique pas vraiment. Et quand elle s'applique, c'est souvent d'une manière un peu sombre, c'est cette idée que on a un certain nombre de gens qui ont un espace qui est nécessaire, hein, les Lebensraum, et c'est à la base de plein d'idéologies fascistes, de se dire il nous faut assez d'espace pour vivre, et donc d'une part on doit conquérir l'espace du voisin, et d'autre part il faut se protéger notre propre espace des gens qui viendraient nous piquer nos ressources. Donc c'est quelque chose qui à la fois est peu justifié, qui est une vision vraiment extrêmement simple, c'est le niveau zéro de la biologie, et qui en pratique est toujours utilisé de manière assez glissante. Voilà sur la capacité de charge. Oui, donc on a cette question de l'impact. Alors on se dit mathématiquement l'impact, qu'est-ce qu'il soit, les émissions, tout ce qu'on veut, tout type de pollution, c'est le nombre de gens fois la pollution par personne. Et donc c'est vrai comptablement. Sauf que en pratique, ça pose plein de problèmes. Déjà parce que on met en même temps des personnes qui sont très différentes. Donc quand on dit on met ce rectangle, on multiplie, effectivement l'impact entre le milliardaire américain et le paysan africain, c'est de 1 à 1000. Et donc c'est sûr, si on les compte dans la population, ils comptent pour 1, tous les deux. Mais on les a mis ensemble dans la même moyenne. Et l'autre souci, c'est qu'en fait, les deux ne sont pas indépendants. C'est que si la population baisse, l'impact va être différent, parce qu'en fait, on sera dans un monde différent, avec plus ou moins de densité, avec plein de choses qui peuvent varier. Donc, je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est entre les États-Unis et l'Europe, qui pour des niveaux de vie, de technologie très proches, ont des pollutions qui vont à peu près du simple au double. Et tout ça pour des raisons de densité, pour des raisons historiques, pour des raisons économiques, des raisons politiques. Et donc cet impact, si on était 2 fois moins, on ne polluerait pas 2 fois moins. Si on était 2 fois moins, on serait dans un monde différent, qui serait moins dense, où par contre beaucoup de choses resteraient. On serait toujours dans un monde inégal, où les riches ont intérêt à polluer et à faire assumer les conséquences aux pauvres. On serait dans un monde où les États ne se mettraient pas forcément d'accord pour réduire leurs émissions. On serait dans un monde où on serait toujours consumériste, on continuerait à acheter tout ce qu'on peut, etc. Donc ce rectangle, je le trouve toujours douteux. Il est juste numériquement, mais en fait, il ne nous dit pas grand-chose sur le problème et comment le résoudre. Il y a eu un film qui a été un des plus grands cartons de ces dernières années, qui s'appelle Avengers Endgame, où on voit un grand méchant claquer des doigts et supprimer la moitié de la population galactique, selon ses propres termes, parce que les équilibres des ressources n'étaient plus respectés et que ça menait vers la faillite totale de la galaxie. La métaphore écologique, je trouve, est assez évidente. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Des théories presque un peu malthusiennes, ou de cette logique de contrôle de la démographie dans le but de préserver l'espèce? Laurita, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur la question. Je suis partagée sur cette question. Je pense qu'en fait, effectivement, on divise la population mondiale, on va rester dans nos mêmes schémas. Donc en fait, juste supprimer la moitié des gens, ça ne va pas changer grand-chose. Alors que si on éduque, encore une fois, moi je suis vraiment team éducation, et je pense que si on éduque et qu'on change, on initie des changements, alors ça se passe au niveau politique ou ailleurs, ou même dans le confort de sa maison, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je pense que c'est hyper important de pas juste supprimer des gens, ou même le Covid l'a bien démontré, c'est pas pour autant qu'on va changer nos modes de consommation. Donc si demain on est 2 fois moins, on va continuer d'avoir nos mêmes habitudes, et ça va absolument pas du tout résoudre le problème climatique, écologique et tutti quanti. Qu'est-ce que vous en pensez, Valère? Oui, je suis assez d'accord, et puis je trouve que c'est un discours qui est assez effrayant, en fait. Il me semble que quand on est sensible à ce sujet des limites naturelles, disons, et de l'écologie, c'est quand même, il y a cette notion d'écosystème, des êtres vivants qui cohabitent. C'est quand même le principe de base. Bon, si cohabiter, il faut supprimer la moitié d'une des espèces en claquant des doigts. Je me dis merde, on n'était pas si intelligent que ça, ce qui n'est pas impossible en soi, mais il me semble qu'on a d'autres ressources, et que finalement les débats qu'on peut avoir là, et le fait que ce sujet soit devenu une préoccupation mondiale, c'est d'ailleurs probablement une des grandes victoires du sujet, c'est de s'être imposé comme une préoccupation mondiale. C'est dur de mondialiser une préoccupation quand même, c'est pas rien.
Et donc au final, moi ça me fait plutôt peur, ces idées-là. Je les trouve effrayantes dans l'idée même, philosophiquement, je veux dire, pas dans l'acte qui est évidemment impossible, en tout cas pas par un super-héros méchant ou gentil qui vient, voilà. Et pas que philosophiquement, je trouve ça embêtant que ça soit balancé comme ça, sans aucune discussion dans un film grand public, que supprimer des gens puisse être une solution au problème de l'écologie. Ça reste le grand méchant du film. Mais oui, et que l'écologie soit une préoccupation de méchant en plus. Après, ça c'est le syndrome Magneto. On avait déjà fait ça dans un certain nombre de comic books. C'est le grand méchant qui a des projets absolument génocidaires, mais quand tu comprends ses raisons, et ben presque tu pourrais te dire il a peut-être un peu raison au fond à droite, etc. Et il est là en effet le danger. On avait exactement le même problème avec Magneto dans les X-Men. Est-ce que supprimer la moitié des gens, ça pose quelques petits problèmes moraux. Et puis d'une manière générale, quand on a tendance à parler on dirait régler les problèmes démographiques, et encore faudrait-il partir du principe qu'on a un problème démographique, mais disons qu'en général, quand on veut réduire la capacité de démographie, il n'y a pas 36 solutions. Il y a d'un côté la surmortalité, de l'autre côté la sous-natalité. La surmortalité, c'est ce que propose Thanos. La sous-natalité, c'est celle que l'humanité suit naturellement avec la transition démographique, avec l'écart qui cause une augmentation générale de la population, parce que la démographie, c'est un mécanisme qui a des décennies d'inertie. Après, c'est pas la surmortalité, ça pose trop de problèmes moraux pour être souhaitable. Après, il y a quand même un truc, il peut potentiellement y avoir une question intéressante derrière, c'est en effet, si on estime qu'on est beaucoup et qu'on veut intégrer la mortalité dans ce truc-là, c'est se poser la question de la fin de vie en bonne santé potentiellement. Et ça peut être un débat peut-être un peu plus intéressant. C'est-à-dire à quoi ça sert de vivre le plus longtemps possible, sachant que dans les derniers mois, le problème étant de savoir quels sont les derniers mois, sachant que dans les derniers mois, c'est là où on épuisera le plus le système, les ressources, et qu'on en profitera le moins. Est-ce que ça vaut le coup? Telle est la question. Mais c'est pas un débat facile à avoir, et c'est compliqué, ouais. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Laurita, sur la question de l'éducation. Est-ce qu'elle ne montre pas aussi ses limites quand on voit parfois la résistance de certains discours écologiques, certains plus radicaux comme ceux de Bon Pote par exemple, ou de Camille Etienne, ou ceux un peu plus, on va dire, modérés comme ceux d'un Jean Moreau ou d'une Eva Sadoun. Comment réussir à vraiment éduquer une population à cela? Et est-ce qu'il y a pas un côté un peu vain quand certains, et je prends la phrase des Gilets jaunes, avaient parlé d'opposition entre fin du monde et fin du mois? Je pense que comme tout, aujourd'hui on a été, et j'aime pas trop ce terme, éduqué, mais bref, on a appris plein de choses, et je pense que ça se joue dans différents... Le résultat de ce qu'on est aujourd'hui, c'est nos parents, nos tuteurs, l'école, la société, etc. Et je pense que ça se joue à différents niveaux. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'on soit tous, d'accord, déjà, ça n'arrivera pas. Et ensuite, il faudrait que ce soit un élan général. Donc c'est pour ça qu'il y a une inertie énorme et qu'il faudrait qu'on s'y mette tous maintenant, qu'on soit d'accord. Donc j'ai pas trop de réponses. Après, c'est vrai que sur l'éducation, c'est important de faire de l'éducation, mais dans l'absolu, on est tous un petit peu militants écolos autour de la table. Je ne sais pas quelles étaient les valeurs écolos de vos parents, mais j'ai l'impression que... j'avais cru lire à un moment donné justement que la moitié des enfants ignoraient ou rejetaient les valeurs politiques de leurs parents. J'avais lu ça dans je ne sais plus quel papier. Et donc, je pense vraiment que ce n'est pas nos parents qui font de nous des écolos, c'est la prégnance des enjeux environnementaux de notre époque qui le fait, c'est l'air du temps. Donc on peut faire des enfants, on peut choisir de leur inculquer l'écologie, mais au final, le contexte qui les a vus naître et dans lequel ils vont évoluer le fera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que nous. Nous, ne sera qu'une toute petite partie dans ce grand tout qui est le monde et qui va continuer à les rendre écolos. À travers quoi? Les médias? Je pense à travers l'intégralité du contexte socio-économico-culturel qui les entoure. Ces questions sont de plus en plus importantes à notre époque et donc nécessairement, elles vont générer de plus en plus de réflexions parmi les générations de notre époque. Beaucoup plus que ce que les parents essayent de leur inculquer, je pense.
Je te laisse répondre après. Oui. Ok. Non, juste pour rebondir sur 2 points. Sur l'éducation, je pense que les parents ont bien sûr un rôle éducatif, culturel, de modèle, de repère. Mais les enfants, pardon, mais je pense que Camille Etienne, Eva Sadoun, Bon Pote ou je ne sais pas qui, enfin, tout ça est tout à fait anecdotique dans le discours, tout ça est du discours politique. Et les enfants n'ont rien à faire de la politique. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils voient dans leur cercle proche et ce qu'ils vivent. Et là où il y a une situation finalement assez fertile, je pense, j'avais discuté de ça avec Boris Cyrulnik il y a quelques temps, c'est que dans toute crise, il y a une opportunité de changement. C'est dans les grandes crises, dans les grands drames, dans les grandes catastrophes, qu'il y a eu très souvent des grandes avancées dans l'humanité. Et là, les enfants vivent déjà le début de la crise. C'est-à-dire que mon fils a 6 ans, il a eu très très chaud cet été, il n'était pas bien, il a bien vu qu'on réfléchissait à comment on allait aménager les choses. Quand on va sur une plage, il voit des bouts de plastique par terre, il entend des choses, et il n'a pas besoin que moi je lui fasse de l'écologie politique. D'ailleurs, je ne m'estime pas du tout être un militant, moi je suis un expert, disons, de l'engagement, expert bien modeste évidemment. Donc ça, c'est quand même pour moi un point qui est important, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité d'analyse, de compréhension et de réaction et de réponse de l'enfant assez rapidement. Et le deuxième élément, c'est sur la fin du monde, fin du mois. Mais ça, c'est tout à fait intéressant parce que quand on parle information, moi c'est mon métier, le fait de changer de paradigme et d'arrêter de dire « il y a qu'à, faut qu'on, c'est pas bien, c'est la galère, on va pas y arriver » ou « on va y arriver » entre les décroissants, les croissants, le développement durable, pas durable, tout ça, mais en fait, il y a une autre manière de traiter les choses. C'est de dire l'écologie, en fait, elle est partout. C'est un sujet qui est totalement transverse et on peut traiter des sujets classiques et elle ruisselle dans les sujets classiques. Et moi, aujourd'hui, sur un réseau, le réseau de proximité de Radio France, sur 44 stations en même temps tous les jours dans une émission qui s'appelle Ma France, je fais une chronique sur le pouvoir d'achat. Pourtant, au départ, je suis spécialiste de la transition écologique. Eh bien, je parle de transition écologique, de vivre ensemble, de mieux vivre tous les jours en parlant de pouvoir d'achat. Tous les jours. Et dans 99% du temps, il y a bien la fin du monde et la fin du mois. Et je rentre par la fin du mois. Et ce qui est tout à fait passionnant, et la situation, elle est, je pense, intéressante aujourd'hui, c'est parce que maintenant, ce job, il a été fait. Et c'est notamment grâce aux militants, c'est grâce à la politique, mais c'est aussi grâce au pragmatisme, je pense à l'intelligence des gens, que c'est bon, on a compris, il y a une crise écologique qui est majeure. Et c'est ce qui fait qu'on respecte ton discours. Et j'allais même dire, je pense, pardon, je vais en terminer par ça, moi, je suis saisi par le fait qu'il n'y a pas de colère en toi. Ouais. Je ressens aucune colère. Et pourtant, tu as fait un choix où moi, j'ai un peu de colère pour toi, en réalité, en me disant, merde, ça pousse aussi des gens à ce choix qui est extrêmement puissant, extrêmement personnel et qui est vraiment radical. Et tu ne choisis pas pour les autres, tu viens pas, je les respecte aussi, te mettre au milieu d'une route, c'est ta route à toi que tu as choisi de barrer sur ce point-là, ou d'ouvrir. Et ça, pour le coup, qu'il n'y ait pas de colère, bah, ça appelle justement encore plus à la mobilisation, je trouve. C'est vraiment remarquable. C'est l'une des raisons pour laquelle j'en parle de temps en temps à quelques médias, c'est aussi pour dire alors on peut choisir de ne pas faire d'enfants parce qu'on n'en a pas envie, ou de la même manière qu'on considère ça aussi légitime de faire des enfants parce qu'on en a envie, et on peut y renoncer pour des motifs environnementaux, et j'ai pas de raison d'être en colère dans le sens où le monde est ainsi fait, je vais continuer de me battre, sauf que en fait se battre maintenant ça sera pour les enfants des autres et c'est très bien en soi. Et puis après, ça a été un renoncement, mais ça n'a pas été un renoncement d'une extrême... Enfin, ça n'a jamais été une vocation initiale pour moi de faire des enfants. Je pense que j'aurais très bien pu devenir parent comme beaucoup le sont, c'est-à-dire un peu au hasard d'une bonne rencontre, si jamais je rencontrais une bonne personne et puis que ça se passait comme ça, mais si jamais ça se passe pas, et ben j'en aurais pas nécessairement souffert. Sauf que ma prise de conscience écologique m'a complètement interdit de partir là-dedans. Mais c'est plus facile pour moi de renoncer à faire des enfants que de renoncer à un certain nombre d'autres choses qui, par ailleurs, seraient beaucoup plus efficaces pour l'écologie à très court terme, typiquement le végétarisme. Ça, c'est plus efficace. Mais non, il n'y a pas de raison de se mettre en colère, il y a juste une bonne raison en soi de continuer de se battre, mais pas de se battre parce qu'on part du principe que c'est efficace, ça c'est le meilleur moyen de finir triste. Mais se battre simplement parce que c'est juste, c'est la chose morale à faire.
Je pense que c'est le motif un peu déontologique à la con, mais vraiment faire en sorte que le monde soit un peu plus habitable pour les enfants des autres. Justement, ces questions de militantisme beaucoup plus offensif, on pense notamment aux tableaux qui ont été aspergés à Londres, on pense aux routes qui ont été bloquées, notamment en France. Comment vous réagissez par rapport à ça, sachant que d'un côté, ça rend très critique la cause en elle-même, et pourtant, ça permet d'en parler? Alors, moi, je comprends ça, parce qu'en fait, quand on attaque un tableau, on attaque quelque chose de sacré dans l'art, et donc du coup, on fait un geste iconoclaste, au sens premier du terme, c'est-à-dire essayer de détruire une icône. Et moi, dans mon choix, en renonçant de faire des enfants, j'ai fait aussi un choix un petit peu iconoclaste. Je dis pas qu'il y a une relation de l'enfant, une religion de l'enfant, une religion des parents, mais je m'attaque quand même à quelque chose qui est très profondément enfoui en notre génétique et aussi dans notre héritage socio-culturel. Et donc, c'est assez rigolo sur les réseaux sociaux, et je pense que tous les commentaires YouTube sous cette vidéo, on va en trouver un certain nombre, c'est que on aura nécessairement des réactions très velues et très trollesques par rapport à mon propre choix, sachant que je ne nuis à personne. En fait, je touche juste à un symbole. Et je pense que les gens qui font justement ces actions dans des musées, pareil, ils nuisent à personne. Les tableaux sont bien protégés, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'ils font un truc qui est très symbolique et qui est très iconoclaste. Et je comprends la volonté d'alerter là-dessus. Après, l'efficacité de l'action, j'en ai pas la moindre idée. Et ça, c'est la question à 1000 euros. Tout comme celle d'ailleurs sur les naissances. Hein. Il y a un mouvement de grève des naissances qui existe et tout le monde s'en fiche. Enfin, je veux dire, il y a eu des milliers de jeunes qui ont signé en disant je ne ferai pas de naissance tant qu'on est dans un monde de merde. Voilà, il y a eu un entrefilet dans la presse le jour où ils ont fait ça, et depuis, ça n'a absolument rien changé. Hein. Donc, je pense qu'on en revient à chaque fois au fait que c'est bien, et que tant qu'on ne remonte pas à des causes un peu plus radicales sur notre société, la répartition du pouvoir, la culture, toutes ces choses-là, et en fait, on fait des rustines, et c'est mieux que rien, mais ça ne change pas les mécanismes profonds, et ça n'infléchit pas tant que ça la trajectoire. C'est plus symbolique qu'autre chose. Ouais. Je pense même qu'on leur fait jouer le rôle qu'ils doivent jouer, au C'est-à-dire final. Du coup, chacun est bien à sa place. Il y a les agitateurs qui vont faire leur petit happening, et ils sont à leur place, et ils sont à leur place dans ce système-là, qui effectivement, la table n'est pas du tout renversée. Et le vrai sujet, c'est s'il faut renverser la table, je ne sais pas comment il faudrait la renverser, mais en tout cas, si on veut repenser l'ordre des choses, les inégalités dont on parlait en début de discussion, et tout un tas d'autres sujets, de partage des responsabilités, de bienveillance, d'empathie, de vivre ensemble, etc., il faut en tout cas changer de logiciel. Et je pense que ces manifestations sur lesquelles j'ai aucun jugement particulier, à la fois je les comprends, et je ne suis pas certain que ce soit tout à fait efficient, mais bon, elles ont leur rôle dans la pièce de théâtre actuelle, pour moi. Oui, oui. Et c'est pas des choses... ce choix d'avoir des enfants, c'est vrai que comme tu l'as dit, il nuit à personne. Et tant que ça nuit à personne, pourquoi changer, pourquoi y réagir, ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que tous ces débats sur les enfants ou sur l'impact écologique des enfants, c'est très axé individuel, et jusqu'à l'excès. Enfin, je veux dire, il y a des chiffres gigantesques qui ont circulé, par exemple, qui n'ont pas trop de sens, et qui viennent mettre sur la responsabilité d'un impact écologique sur le choix d'avoir un enfant. Enfin, c'est vraiment le comble de l'individualisation. Moi, je voulais te poser la question, Céreb, elle s'adresse du coup plus à toi qu'aux autres, mais est-ce que si tout le monde suivait ta logique, elle n'aurait plus de sens? Et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que c'est un choix personnel. Je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est le bon vieux truc de l'homme, en fait, un peu. Ouais, j'adore ce film. Formidable. Moi aussi. En fait, il y a un vieux mouvement un peu caricatural et en fait plutôt philosophiquement intéressant et volontairement absurde dans sa formulation, qui est le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité, un truc comme ça. Et en fait, c'est
c'est troller sur cette question-là, mais c'est des gens qui prônent avec beaucoup de second degré de partir du principe que vivons heureux le plus longtemps possible et éteignons-nous, et ça laissera ça rétablira un équilibre d'impact environnemental. Ça rétablira un équilibre écologique pour le reste du vivant. On peut le souhaiter, mais c'est toujours pareil. Les si tout le monde, ça n'existe pas. Les si tout le monde, c'est plutôt cool pour faire des exercices de pensée et pour se mettre en tête des ordres de grandeur. Mais jamais, mis à part quelques hurluberlus comme moi, jamais tout le monde n'arrivera à renoncer à quelque chose qui est aussi profondément ancré en nous depuis des millénaires. Donc mon choix est iconoclaste et il restera iconoclaste, même si je pense qu'il est amené à se développer parce qu'on a un meilleur accès à la contraception et parce que les questions écologiques progressent dans notre société. Il restera quoi qu'il arrive minoritaire, et donc ça ne sert pas à grand chose de se demander si tout le monde arrêtait de faire des enfants, parce que ça n'arrivera jamais. Ou alors, ça sera un gouvernement autoritaire qui imposera Qui l'imposera, d'avoir voilà. d'enfants, et c'est pas forcément souhaitable. C'est pas forcément souhaitable. Pour votre raison. Je parlais de choisir de limiter sa procréation à 0 enfants comme j'ai fait. J'avais une question par rapport à l'écologie. Nous, on a fait plusieurs débats et sujets sur l'écologie en tant que thème général, après évidemment sur des thèmes plus spécifiques. Je suis toujours assez étonné de la faible audience comparée à d'autres sujets que cela fait. Pourquoi est-ce que les gens détournent le regard? Est-ce que le sujet intéresse pas tant que ça? Est-ce qu'on a l'impression d'en avoir partout? C'est quoi vos avis, toi aussi qui es dans les médias, Valère? Quel est ton avis sur la question? Oui, moi je travaille au quotidien sur des enjeux d'audience et de rencontres entre un contenu donc, qui reflète une activité, une idée, une actualité, et des gens. Et donc c'est ça le but de mon métier, c'est d'essayer de faire rencontrer les deux. C'est bien sûr, on est dans une politique de l'offre, dans un média, mais on observe quand même la demande et la façon dont les gens réagissent. C'est vrai que l'écologie, c'est... Alors il y a eu des moments très heureux, 2015, 2016, 2017, où vraiment, dès qu'on parlait d'un truc un peu positif, d'une initiative, des contre-courants qui s'engageaient pour essayer de stimuler le changement, c'était toujours des traînées de poudre, c'était super enthousiasmant. Puis bon, évidemment, les médias s'y sont tous mis à leur façon. Il y a eu une époque où tout le monde s'est jeté à l'eau. Donc il y a eu une saturation de ces sujets. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, la question de l'audience, c'est avant tout la question de la créativité de celui ou celle qui produit le contenu. C'est-à-dire que les gens, ils en ont ras-le-bol, des trucs anxiogènes. Alors si les faits divers, ils aiment bien, parce que ça appelle à l'émotion, à la peur. Un fait divers, il n'y a pas plus local qu'un fait divers. Un fait divers, ça se passe quelque part... presque on pourrait dire dans une rédaction, si tu proposes un sujet cool dans la campagne de Bordeaux, on va dire mais non, mais nous on est un média national, on ne va pas parler de ça. Par contre, un fait divers dans la campagne de Bordeaux, on va le faire. Bon, voilà, c'est un peu la singularité de la mécanique et de l'information, et puis des attentes de l'audience qui réagissent beaucoup aussi à la peur, à l'émotion. Mais je crois qu'en fait l'écologie est devenue très politique, est teinté à la fois d'un discours politique, c'est anxiogène, et puis c'est sans doute la seule matière qui est aussi intrusive dans la vie des gens. C'est celle qui te demande de changer dans ton quotidien, c'est celle qui remet en cause ta vie privée. Et ça, c'est bouleversant, parce que ça te met mal à l'aise. Il y a un truc, tu fais, mais attends, j'en fais quoi de ça là? Moi, je suis obligé de prendre ma bagnole tous les matins, j'ai pas de bus, j'habite à 35 km de mon travail, j'en ai besoin pour bouffer, et on me dit qu'il ne faut plus prendre la voiture. Mais j'éteins. C'est n'importe... Voilà. Je crois que c'est ça le vrai sujet. Et donc la question, c'est qu'il y ait de la créativité chez les producteurs de contenu pour imaginer d'autres paradigmes, d'autres manières d'en parler, sans mentir, mais en montrant tout simplement que c'est aussi un monde de solutions, que le bonheur il peut être ailleurs, que avoir ça n'est pas être, et ainsi de suite. Donc c'est en ça, de mon point de vue, mais qu'évidemment je ne fais que servir ma soupe, quoi. C'est que je pense que l'information peut être une des balises du changement si elle est bien faite, parce que quand les gens savent et qu'on leur donne un savoir qui est à la fois solide, qui est au bon endroit au bon moment, de la bonne manière, c'est transformateur. Voilà. Mais effectivement, juste parler écologie, non, ça ne paye plus en audience. Et puis je pense aussi que c'est très radical, il y a une dimension hyper radicale qui est que ce ne sera jamais assez.
quoi que tu fasses, tu vas te faire... Alors, sur les réseaux, encore plus, tu te fais critiquer, tu te fais limite... voilà, peu importe ton avis, quoi qu'il arrive, tu auras des gens contre toi. Et cette dimension qui est vraiment... tu fais de ton mieux, mais bon, tu prends ta voiture pour aller au boulot. À part ça, chez toi, tu mets pas de chauffage, voilà. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Ça sera jamais assez. Et je pense que les gens, peut-être, quelque part, ils ont une espèce d'appréhension de même regarder ou lire, ou consommer du contenu juste parce que ça va les questionner, comme tu disais, vraiment quelque chose d'intrinsèque. Et ils n'ont pas envie de se questionner, ou ils n'ont pas envie que d'autres les questionnent. C'est déjà assez un conflit interne, je pense. Est-ce que je prends l'avion? Ah non, je préfère rester là. Enfin, est-ce que je fais du slow living ou pas? Donc, c'est vraiment des questions un peu trop intimes. Ouais. Ça leur est pas adapté, tu vois. Autant on te dit un truc à toi, mais l'écologie, c'est pas la même situation de toi, que moi, en fait. Et tu peux pas avoir 4 contenus pour 4 personnes. T'en as qu'un pour les 4. C'est ça qui est compliqué aussi. Toutes ces difficultés, tous ces freins au changement font qu'on a quelques bonnes raisons de s'inquiéter de l'avenir. Est-ce qu'on arrivera à réduire à un moment donné nos impacts environnementaux? Jusqu'ici, on ne l'a jamais prouvé au global. On est capable de faire ce type de choix, éventuellement un petit peu à des échelles plus petites, mais au global, on ne l'a jamais démontré. Donc du coup, la question, c'est où est-ce qu'on arrivera à s'arrêter vis-à-vis de la faillite écologique du monde? Et est-ce que la vie de nos enfants ne sera pas trop compliquée, j'espère pour eux, de vos enfants en tout cas. Et du coup, j'ai une dernière question en rebondissant du coup aussi sur ce que tu disais, Sereb. Peut-on réussir tout ça sans un changement radical et une direction mise par des personnes comme au choix George Soros, Ray Dalio, Bernard Arnault, le Qatar, Xi Jinping? Est-ce qu'on peut réussir quoi que ce soit dans ce sujet sans une radicalité même de ces gens-là sur le sujet? Est-ce que ça peut venir? Est-ce que c'est nécessairement d'en haut que ça viendra? Est-ce qu'à un moment donné, on aura fondamentalement, ces gens-là, c'est les gagnants du statu quo et les perdants si ça change. Donc... Ouais, mais le seul problème, c'est que renverser ça, si à un moment donné on n'y arrive pas, ça appelle à potentiellement l'écoterrorisme et c'est pas nécessairement désirable non plus. Donc en fait, Je pense que ça arrivera. Je pense que ça peut s'envisager. Alors il existe déjà l'écoterrorisme. Ça existe déjà. Et il existe justement sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on prend des tueurs de certaines tueries comme Christchurch, El Paso, etc., qui avaient un discours écologiste sur la population, disant on est trop sur Terre, et en particulier, il y a des immigrés qui viennent nous rejoindre dans notre mode de vie insoutenable, et donc il faut les réduire. Et la majorité de l'écoterrorisme, en fait, aujourd'hui, il a cette inspiration-là. Donc il y aurait un lien entre une forme de terrorisme d'extrême droite et de l'écoterrorisme, une forme de... Ah oui. Oui. Ah oui, c'est celui qui peut se voir éventuellement, ouais. Pourtant, on entend beaucoup, là je le dis, j'interviens, mais on entend beaucoup justement que l'extrême droite est un frein à l'écologie. Ça dépend quelle écologie. L'extrême droite a une vision de l'écologie qui est justement chacun dans son pré, on consomme ses ressources et on empêche les autres de venir de notre côté. Et vous voyez, ce qui est marrant, et j'ai ce premier réflexe aussi, c'est qu'on pense que tout ça dépend de l'humanité. Et je ne vais pas du tout parler religion, je vous rassure, mais je pense juste ordre des choses. Ça fait des millions d'années qu'il y a ces écosystèmes et cette écologie, donc au sens premier dont on parlait tout à l'heure, en disant c'est quand même la cohabitation de la vie, des vies entre elles. Et on nous a rappelé d'ailleurs en 2020 qu'on ne vivait pas au-dessus de la nature, mais bien dans la nature, très manifestement, puisqu'un virus qui était mortel pour une infime minorité d'entre nous a totalement bouleversé l'humanité, puisque 90% de la population a été fortement impactée. Et je crois que près de 70% de la population mondiale a vécu des confinements. Donc c'est quand même le truc le plus basique qu'on puisse faire quand on a peur. On se cloître chez nous, on s'enferme les uns sans les autres. Et donc le fait de vivre dans la nature et que ça nous ait été rappelé là, les Xi Jinping ou je ne sais pas qui, le sociogramme de l'humanité, l'anthropocentrisme qu'on peut faire ou quoi au caisse. En fait, je pense que malheureusement, peut-être que ce sera moins malheureux qu'on peut l'imaginer, mais la crise écologique va s'imposer, y compris à ces dirigeants-là, en fait, va s'imposer à tout le monde. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'interviewais un des patrons de Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est une entreprise, un groupe immense. Je ne sais pas combien ils ont de salariés, ils sont partout, etc. Et le gars me disait, en fait, on n'a pas le choix, parce que là, on est dans une impasse en termes de ressources, de business model.
on va mourir sinon. C'est-à-dire que, et il y avait aussi Vinci Construction, Bouygues Construction. Et vraiment, c'est-à-dire que devant la caméra, il me disait, on ne peut pas continuer notre business si on ne s'occupe pas de cette crise écologique, en fait. En gros, on est cuit. Et ce n'est pas inintéressant. Ça peut être opportuniste, mais je ne suis pas certain que ça soit qu'opportuniste. Donc finalement, ce n'est pas l'humanité qui va tout régler. Peut-être que ça va en fait se régler par voie plus naturelle, si j'ose dire, en lien avec le sujet d'ailleurs. Ça répond à un vieil adage qui dit que sur l'écologie, moins on s'occupera du problème, plus il s'occupera de nous. Et potentiellement, il est en train de s'occuper de nous, mais le problème, c'est que l'écologie qui s'occupe de nous, à un moment donné, c'est de la surmortalité par famille, maladie et guerre, violence. Et c'est facile de le dire ici, où on n'est pas les plus exposés. C'est ça, je suis d'accord. C'est ça. Mais typiquement, parce que je sais que ce risque-là est en augmentation ces prochaines décennies avec le changement climatique, c'est selon moi une raison suffisante pour ne pas emmener quelqu'un dans ce bordel. J'espère que l'émission vous a plu, vos avis nous intéressent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et surtout de vous abonner parce que c'est ça qui peut soutenir le plus le travail qu'on fait avec toute l'équipe. Salut les amis, on se retrouve très bientôt.